Donc, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à la Maison de l'Expatriation pour cette journée un petit peu sur le Canada et sur l'immigration. Donc, je présente rapidement, merci à ceux qui nous suivent également en ligne. Bonjour à tous. La Maison de l'Expatriation, c'est un petit peu un lieu de rencontre et de conseil, en fait, pour vous aider à vous accompagner dans votre départ et pour votre retour à l'étranger, en France également, pardon. On propose des rendez-vous de 30 minutes qui sont gratuits, avec des conseillères et qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider, avec qui vous pouvez poser vos questions sur vos démarches et sur votre projet. Et donc aujourd'hui, je vous laisse avec l'ambassade du Canada et nos deux intervenantes pour parler de l'immigration. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. Bienvenue pour les personnes qui sont ici à la Maison de l'Expatriation et puis toutes les personnes également qui nous suivent en ligne. Donc moi, mon nom est Caroline de Chloé et je représente le service d'immigration de l'ambassade du Canada en France. Donc je travaille pour IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et je suis accompagnée aussi de ma collègue Amélie, du coup, et je travaille également avec Caroline au service de l'immigration francophone. Donc on est un petit peu là pour vous donner envie de rejoindre le Canada. Oui, effectivement, l'objectif de cette présentation, c'est un peu de vous présenter les différentes options pour pouvoir partir au Canada, que ce soit de façon temporaire, avec un permis de travail temporaire, ou pour explorer les différentes options pour devenir résident permanent au Canada. Et également, je dirais, cette présentation a pour objectif de vous familiariser avec les terminologies qu'on utilise en termes d'immigration, pour vous présenter aussi les dispositifs qui ont été mis sur pied pour les francophones, parce qu'il faut garder aussi à l'esprit qu'il y a des opportunités pour les francophones pour venir s'établir au Canada, plus spécifiquement en dehors de la province du Québec. Donc, on va vous expliquer un peu tout ça au cours de la présentation. Et puis, je pense qu'on aura un petit temps de questions-réponses à la suite de nos présentations. Donc, si vous avez des questions, gardez-les et on y reviendra à la suite, que ce soit en ligne ou que ce soit à la Maison de l'Expatriation. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Amélie pour vous donner un petit aperçu du Canada. Tout à fait. Donc, on va quand même présenter le Canada en bref, même si je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez un petit peu ce pays. C'est un très grand pays, vous savez peut-être déjà, un deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie, pour à peu près 41,5 millions d'habitants. Donc, imaginez un des plus grands pays du monde pour moins de population que la France. Il y a de la place. Donc, il faut que vous veniez. C'est un État fédéral, ça c'est super important dans les démarches, à la compréhension quand même de comment on va au Canada, comment on s'établit, comment on travaille. 10 provinces, 3 territoires. Est-ce que vous pouvez m'en citer, hors le Québec et l'Ontario? Est-ce que vous connaissez les provinces et territoires? Le Manitoba, ouais. Oui, ouais. Ouais. Ouais, les autres, j'entends qu'une personne là. Non, mais oui, tout à fait. Et puis les territoires, le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. Enfin, voilà, c'est un pays extrêmement divers. Il a 2 langues officielles. J'imagine que ça, vous le savez aussi, le français et l'anglais. Même si, évidemment, il y a beaucoup d'autres langues qui sont parlées sur l'ensemble du territoire canadien. Le Canada, c'est un pays d'immigration. Et ça se reflète dans tous les aspects de la vie quotidienne. C'est un pays d'accueil. Et ça continue d'être un pays d'accueil, malgré l'état du monde actuel. Le taux de chômage, on repart dans des trucs très pratiques, mais on est quand même là pour parler de ça. Il est à peu près à 6,6% au mois de mai. C'est quand même un petit peu inférieur à celui de la France à la même période. Ça reste un taux de chômage un petit peu élevé pour un pays qui est habitué à des taux de chômage un petit peu plus bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, mais c'est quand même pour vous le dire. Absolument. Caroline, à toi. Oui, donc comme Amélie l'a mentionné, il y a 2 langues officielles au Canada, l'anglais et le français. Et il faut savoir qu'il y a une population francophone, essentiellement au Québec, comme la plupart d'entre vous peuvent s'en douter, mais il y a également des francophones qui vivent dans les autres provinces et autres territoires du Canada, donc à l'extérieur de la province du Québec. La FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, évalue la population à 2,8 millions de francophones à l'extérieur de la province du Québec. Donc ces francophones
hors Québec sont répartis dans les différentes provinces et territoires, dans ce qu'on appelle les communautés francophones. On les appelle en situation minoritaire parce que le français est parlé par un moins grand nombre et que c'est plutôt bédié dans, je dirais, une population qui est, je dirais, à majorité anglophone. Ces populations francophones donc, constituent des communautés qui sont très dynamiques, qui sont très actives, et il y a une volonté de maintenir ce dynamisme et de maintenir également le fait français sur l'ensemble du territoire canadien. D'où, vous avez également sur cette diapo, ce que je voulais mentionner, 2 ressources assez intéressantes. La FCFA, j'ai mentionné la Fédération des communautés francophones et acadiennes, qui va vous donner un portrait de ces différentes communautés, donc vous donner vraiment, je dirais, une idée de ce à quoi ressemblent ces différentes communautés à travers le pays. Il y a également le réseau de développement économique et d'employabilité qui est, lui, plus dédié à l'employabilité des francophones, là encore, en dehors de la province du Québec, plus pour vous donner l'information sur les opportunités qui sont offertes aux francophones en termes de marché du travail. Donc, deux ressources qui peuvent être intéressantes. Donc, de cette francophonie canadienne, je dirais, découle ce qu'on appelle l'immigration francophone. Comme j'ai mentionné, il y a une volonté du gouvernement fédéral de maintenir la dualité linguistique entre le français et l'anglais partout au Canada. Et pour maintenir cette dualité linguistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir continuer, pour les francophones, à avoir des opportunités de vie et de travail dans ces communautés francophones, continuer à avoir des services offerts en français dans ces communautés, que ce soit par exemple des garderies francophones, des crèches, des écoles francophones, également des hôpitaux avec des médecins, des spécialistes qui offrent des services et des soins en français. Donc il y a cette volonté de maintenir ce dynamisme du français en dehors de la province du Québec. Et pour ce faire, le gouvernement fédéral a mis sur pied un certain nombre de dispositifs pour, je dirais, attirer des francophones, des candidats francophones, des talents francophones et bilingues, parce qu'il faut aussi garder à l'esprit que l'anglais reste quelque chose d'incontournable, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, l'anglais sera absolument présent. Donc, il faut aussi garder à l'esprit que oui, vous êtes francophone, mais la maîtrise de l'anglais reste essentielle pour pouvoir vous permettre d'avoir ces opportunités de vie dans ces communautés francophones et au Canada plus généralement. Donc, le gouvernement fédéral a mis sur pied des dispositifs, et on va le voir au travers de la présentation, notamment un dispositif qui s'appelle le programme Mobilité francophone, où là, qui permet d'avoir et d'obtenir un permis de travail facilité, que ce soit dans la démarche pour l'employeur, mais aussi pour le candidat francophone qui a une offre d'emploi en dehors de la province du Québec. On va revenir plus en détail un petit peu plus loin dans cette présentation. Il y a également, dans le cadre d'une démarche de résidence permanente au travers de ce qu'on appelle notre système Entrée Express, on va également développer au cours de la session, il y a également, donc, dans ce système Entrée Express, par exemple, des points qui sont accordés pour les francophones qui maîtrisent le français. Il y a également des rondes d'invitation, c'est-à-dire qu'on invite spécifiquement dans Entrée Express des candidats qui sont francophones. Donc, toute une série, je dirais, de dispositifs pour, entre guillemets, favoriser et attirer des candidats francophones à venir s'établir. Et puis, également, on organise, dans le cadre de cette immigration francophone, des activités spécifiques pour les francophones dédiées à l'attraction des candidats francophones. Donc, en termes, je dirais, d'immigration, et là aussi, on l'a abordé dans l'atelier qui a eu lieu précédemment, mais je dirais le point essentiel et central lorsque vous allez faire une démarche d'immigration, c'est, là encore, d'identifier votre profession. Est-ce que, Amélie, tu veux oui, ça va peut-être faire un petit peu redite pour ceux qui ont suivi l'atelier précédemment, mais c'est quand même important de le rappeler pour l'ensemble des personnes qui écoutent la conférence. Donc, on est au cœur du sujet. Première étape, on commence par ça. On cherche sa profession au Canada. Ce que j'exerce ici, c'est quoi au Canada? Et ça passe par la classification nationale des professions. Tout est, quasiment tout, mais je pense vraiment tout, est répertorié. C'est quand même très précis et c'est hyper impressionnant. Première chose, c'est évidemment la catégorie FER, formation, études, expérience, responsabilité. Donc, ça va vraiment correspondre
mon emploi, je suis ostéopathe, je suis adjoint administratif, où est-ce que je suis au Canada quand j'exerce cette profession? Plus le chiffre est bas, plus le niveau de responsabilité est élevé, plus les exigences de diplôme ou de formation sont élevées. On part de 0 et on va jusqu'à 5. 0, c'est des postes de gestion, c'est des postes à responsabilité. 1, on va vous demander un diplôme universitaire, une formation universitaire. 2, on va vous demander un diplôme postsecondaire, donc après le baccalauréat, de 2 ans ou plus. 3, on va vous demander aussi généralement un diplôme universitaire, mais ça peut être de moins de 2 ans. Et comme on l'a dit un petit peu plus tôt, plus technique, plus professionnalisant. Après, on a 4 et 5, on ne va pas forcément demander de formation ou de diplôme précis. Ça peut arriver. Ça peut aussi être des métiers où on va vous tester en fait, sur place, etc. Donc, on va pouvoir donner quand même quelques exemples. Faire 0, c'est vraiment des postes à responsabilité, des postes de gestion, des directeurs financiers, des directeurs d'école, des directeurs de service. Voilà, c'est des postes où on va vous demander de l'expérience d'encadrement, par exemple. Ça, il faut bien l'avoir en tête. 1, c'est plutôt des postes qu'on va estimer qualifiés, voire très qualifiés. C'est des postes d'ingénieurs, c'est des postes d'enseignants. C'est des postes aussi de médecins, d'infirmiers spécialisés. Voilà, donc c'est vraiment des postes qui vont demander des qualifications particulières, généralement universitaires ou niveau universitaire, licence, master. Ensuite, on a FR2. Donc là, c'est plus des postes techniques, mais qui vont être qualifiés également. Donc, technicien informatique, technicien réseau, technicien médical, donc dans les laboratoires, par exemple, ou dans les cabinets médicaux. Éducateur de la petite enfance, on va parfois appeler ça éducateur même spécialisé ou éducateur de la petite enfance ici. FR3, on va être sur des professions plus techniques, boulanger, pâtissier. On va avoir des chefs cuisiniers, on va avoir des aides enseignants, des assistants dentaires, par exemple, dans la santé. Et faire 4 et 5, là, on va aller vraiment sur des postes beaucoup plus professionnels, plus opérationnels, plus, en fait, manuels, tout simplement. Donc, la question des manœuvres en aménagement paysager, des chauffeurs, des livreurs, des gardiens d'enfants milieu familial, des vendeurs dans le commerce, etc. Voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, maintenant, évidemment, une fois qu'on a la profession, quel programme d'immigration s'adapte à mon profil? Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux demander comme type de permis de travail? Où est-ce que je peux devenir immigrant permanent? On arrive à cette question. Donc, là, on va vraiment cibler le programme de la mobilité francophone. Comme l'a dit ma collègue Caroline, c'est une volonté politique d'attirer des francophones. On veut que des francophones viennent s'installer au Canada. On veut que les communautés francophones elles continuent de grandir, elles continuent de s'épanouir. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On crée un programme d'immigration. Au Canada, je vais essayer de le faire un petit peu, le vulgariser, mais au Canada, quand un employeur veut employer à l'étranger, dans le cas classique, il va demander ce qu'on appelle une EIMT, une étude d'impact sur le marché du travail. C'est un petit peu de dire, voilà, dans mon domaine, au Canada, je ne trouve pas. Donc, je cherche à l'étranger. C'est pour ça que j'ai embauché cette personne-là. Elle correspond et en plus, sur le marché du travail canadien, je ne trouve pas. Pour mobilité francophone, il n'a pas besoin de faire ça. Donc, non seulement il gagne du temps, mais surtout, il gagne de l'argent parce que l'EIMT, elle a un coût pour l'employeur. Pourquoi on vous dit de le mettre dans votre CV ou dans notre démotivation? Parce que ça peut vraiment convaincre un employeur qui est intéressé par votre profil de vous embaucher. Il dit, moi, je n'ai pas cette démarche à faire. Je n'ai pas ce coût supplémentaire. Donc ça, c'est super important. Gros avantage pour l'employeur. En plus, il a évidemment l'appui du ministère de l'Immigration pour trouver des candidats à l'international. Il peut accéder vraiment à tous les marchés internationaux parce qu'il n'y a pas cette barrière. C'est vraiment important. Et puis, bon, on en parlera plus tard, mais il y a aussi une possibilité d'appui à l'établissement et des voies vers la résidence permanente. Pour vous, pour les travailleurs, quelle est évidemment la condition? Mobilité francophone, c'est parler le français. Au moins à un niveau intermédiaire, évidemment. Et ça concerne tous les types de postes, pour l'instant. Je parle bien de l'extérieur du Québec. On parle du Canada à l'extérieur du Québec, je le rappelle quand même. Mobilité francophone, ça ne concerne pas le Québec. Et c'est des offres pour un poste, pas forcément en français. On sépare les deux. Vous avez postulé pour un poste, on vous dit, ce poste-là, vous allez parler en anglais.
vous êtes quand même éligible à mobilité francophone. C'est vous le francophone. Ce n'est pas l'offre, ce n'est pas l'endroit, c'est vous le francophone. Ça, c'est important. Évidemment, pas de condition d'âge ni de nationalité dans ce programme. Très important. C'est souvent une question qu'on a. Non, on n'a pas de condition d'âge ni de nationalité. La francophonie, ça ne veut pas dire français. Autre type de permis de travail temporaire, parce qu'on est sur des permis de travail temporaires, c'est-à-dire qu'il y a une date de début de séjour et il y a une date de fin de séjour. Le permis, par exemple, de travail mobilité francophone est en règle générale délivré pour la durée du contrat de travail. Si, par exemple, vous avez un contrat de travail de 3 ans, on émet un permis de travail temporaire de 3 ans et c'est prolongeable ou renouvelable. Ça peut être, je dirais, un pont pour aussi, en parallèle, entamer les démarches pour la résidence permanente. Donc, ça peut être un moyen d'arriver d'une manière temporaire au Canada et en parallèle d'entamer les démarches pour la résidence permanente. Une autre option aussi en termes de permis de travail temporaire pour partir au Canada, c'est sous Expérience Internationale Canada. C'est, je dirais, le seul programme où il y a des conditions de nationalité et des conditions d'âge. Pour tous les autres programmes, comme mobilité francophone par exemple, comme les options pour la résidence permanente, il n'y a pas de condition de nationalité. Expérience Internationale Canada, il y a des conditions de nationalité parce que ça résulte d'accords de réciprocité entre le Canada et à peu près 35 pays à travers le monde pour gérer une réciprocité de mobilité des jeunes. Donc, il y a 35 pays, dont la France, la Belgique, la Suisse. Donc, il faut détenir un passeport d'un de ces pays et il faut être âgé de 18 à 35 ans, voire 30 ans dans certains pays. Par exemple, la Belgique, c'est jusque 30 ans. Il y a également 7 organisations reconnues qui permettent, là encore, aussi de partir sous une des catégories d'Expérience Internationale Canada. Il y a 3 catégories sous EIC, Expérience Internationale Canada. La catégorie vacances-travail, le fameux PVT, peut-être certains d'entre vous auront entendu parler. Le PVT, l'avantage du PVT, c'est que c'est un permis de travail ouvert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un permis de travail ouvert? C'est un permis de travail qui ne nécessite pas d'avoir une offre d'emploi avant de partir, comme c'est normalement le cas. Généralement, pour obtenir un permis de travail temporaire au Canada, il faut avoir un contrat de travail. Ce n'est pas le cas pour le PVT, donc très flexible. Si vous obtenez un PVT, vous arrivez au Canada, vous pouvez chercher du travail, travailler pour n'importe quel employeur, partout au Canada, pendant la durée du PVT. Pour la France, le PVT est d'une durée de 24 mois. C'est non prolongeable, c'est non renouvelable. Donc, ça permet d'exercer n'importe quel type d'emploi, de cumuler 2 emplois, de pouvoir avoir des moments où vous ne travaillez pas. Donc, c'est vraiment pour avoir cette expérience de vie, découvrir le Canada pour éventuellement ensuite entamer les démarches pour une résidence permanente. L'autre catégorie, c'est la catégorie jeunes professionnels. Je dirais c'est ce qui ressemble le plus à mobilité francophone. C'est un permis de travail qui nécessite d'avoir une offre d'emploi, qui dispense, là encore, l'employeur d'obtenir, comme l'a mentionné Amélie, ce qu'on appelle une EIMT, une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, l'employeur n'a pas justifié qu'il a fait des démarches sur le marché canadien pour recruter, parce que ça résulte d'accords de réciprocité de gouvernement à gouvernement. Donc, il faut une offre d'emploi dans le cadre de jeunes professionnels. Et là encore, c'est un permis de travail qui est délivré pour une durée maximale de 24 mois pour la France, sans possibilité de prolongation et de renouvellement. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie stage coop, là qui est destinée plus précisément pour les étudiants qui veulent faire un stage durant leur cursus scolaire universitaire. Donc là encore, il faut avoir une offre de stage pour pouvoir bénéficier de cette catégorie-là. C'est une catégorie pour la France qui est d'une durée de 12 mois, là encore, non prolongeable, non renouvelable. Alors, par exemple, si vous êtes intéressé, vous pouvez partir, par exemple, avec un stage et faire ensuite un PVT, ou partir avec un stage et faire ensuite un jeune pro. Mais vous ne pouvez pas cumuler le PVT et le jeune pro. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il y a des quotas qui sont établis chaque année. Il y a donc un certain nombre de places qui sont disponibles. Donc, pour pouvoir bénéficier d'un PVT, jeune pro ou d'un stage, vous devez créer un profil dans le bassin EIC. Et on fait des rondes d'invitation pour inviter les candidats régulièrement, toujours dans la limite des places disponibles. Il y a uniquement pour le PVT
où ces rondes d'invitation se font sur une base aléatoire. Donc, c'est vraiment un tirage au sort. Il n'y a pas de garantie que vous pourriez obtenir votre PVT, mais si vous l'obtenez, ben, ça vous donne la possibilité de partir sans avoir d'offre d'emploi. Donc, c'est pratiquement un des seuls permis de travail qui vous permet de partir sans avoir d'offre d'emploi au départ. Alors, on voulait également, au cours de cette présentation, vous présenter un outil, quelques outils pour la recherche d'emploi, et notamment un outil qui peut être, je dirais, d'une grande utilité et qui est une source d'information, je dirais, essentielle dans le cadre de la préparation, là encore, d'un projet d'immigration au Canada, c'est le site de Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est un peu l'équivalent du site de France Travail. C'est le site qui regroupe, je dirais, toutes les offres d'emploi qui ont été postées par des employeurs canadiens. Et pas seulement, parce que c'est un site qui va vous donner une multitude d'informations sur les tendances du marché du travail, sur les perspectives dans les différents secteurs d'activité, sur les salaires qui sont pratiqués dans les différentes provinces et territoires. Donc, c'est vraiment, je dirais, une source d'information qui va vous permettre de voir par rapport à votre profession, est-ce que si je veux aller là, ça paraît, je dirais, pertinent dans la mesure, est-ce que j'ai des offres d'emploi, est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi dans l'endroit où je veux aller, ou est-ce que je dois essayer de voir des opportunités ailleurs. Également, sur ce site de Guichet Emploi, depuis quelques années, il y a une page aussi qui est dédiée aux offres d'emploi qui ont été postées par des employeurs pour des candidats qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Donc là aussi, ça donne l'opportunité aux employeurs de recevoir des candidatures de personnes qui ne se trouvent pas au Canada. D'où l'intérêt, je dirais, dans votre CV ou votre lettre de présentation, d'indiquer les permis de travail pour lesquels vous pourriez être éligible, mobilité francophone, PVT, Jeune Pro ou autre. Et je voulais terminer sur ce point-là en mentionnant également sur le site de Guichet Emploi, il y a toute une rubrique sur la préparation justement à la recherche d'emploi, là encore pour étoffer un peu l'information sur cette recherche d'emploi avec des petits trucs, des astuces sur ce qu'il faut indiquer sur le CV canadien, sur ce qu'il faut éviter de mentionner, comment se préparer une entrevue d'embauche, comment aussi faire ses recherches d'emploi. Donc, il y a vraiment toute une série d'informations qui sont là, vraiment, je dirais un peu, pour étoffer justement les informations quant à la recherche d'emploi. L'autre statut, on vous a parlé de mobilité francophone, on vous a parlé du PVT, jeunes professionnels, ce sont des permis de travail temporaires, comme j'ai mentionné. Donc, c'est le statut de résident temporaire qui vous permet donc de rester au Canada pour une durée déterminée, avec une date de début et une date de fin. L'autre statut, c'est le statut de résident permanent. Le statut de résident permanent, donc c'est un statut qui vous donne la possibilité de rester au Canada de façon indéterminée. Et vous allez pouvoir le constater, il y a toute une gamme d'options pour devenir résident permanent du Canada. Aujourd'hui, nous, on va s'arrêter plus spécifiquement sur les options pour pouvoir immigrer dans une province ou un territoire à l'extérieur de la province du Québec, notamment au travers de ce qu'on appelle notre système Entrée Express. Entrée Express qui est un peu le système fédéral pour faire une demande d'immigration en dehors de la province du Québec. Donc, au travers d'Entrée Express, avec 3 catégories, catégorie travailleur qualifié fédéral, catégorie de l'expérience canadienne et catégorie des métiers spécialisés. Il y a aussi d'autres options, à part Entrée Express, pour immigrer au Canada. Par exemple, c'est au travers du programme des candidats des provinces. Je vais l'aborder au cours de la présentation. Les provinces et territoires, en dehors de la province du Québec, peuvent aussi sélectionner un certain nombre d'immigrants de la catégorie économique en fonction des besoins de leur marché du travail, en fonction des différents volets qu'ils veulent mettre de l'avant. Donc, c'est vraiment, là aussi, je dirais, les programmes des candidats des provinces, c'est à géométrie variable avec des volets différents pour attirer des candidats. Et il y a également d'autres programmes que je vais aborder assez rapidement au travers de cette présentation. Mais je voulais vraiment mettre l'accent, enfin, on voulait vraiment mettre l'accent sur Entrée Express, qui est le système fédéral. Entrée Express, en fait, c'est, je dirais, une déclaration volontaire d'intérêt à faire une démarche de résidence permanente
pour une province ou un territoire en dehors de la province du Québec. Et ça se concrétise par la création d'un profil qui va être placé dans ce qu'on appelle le bassin, la base de données Entrée Express. Et donc, pour pouvoir créer ce profil Entrée Express, vous allez devoir fournir un certain nombre d'informations qui vont vous permettre d'obtenir des points selon les critères de sélection qui ont été établis. Critères de sélection qui se basent sur l'âge, sur l'éducation, sur l'expérience professionnelle, sur les compétences linguistiques en français et ou en anglais, et sur l'adaptabilité. Donc, pour pouvoir être qualifié, il faut pouvoir obtenir ce qu'on appelle 67 points sur 100 par rapport à ces critères de sélection qui vous permettent d'obtenir des points en fonction des différents critères. Donc, si vous obtenez ces points en termes de critères de sélection, eh bien, vous pourriez créer votre profil Entrée Express, notamment dans la catégorie de travailleurs qualifiés fédéral, qui est une des 3 catégories. Vous avez la catégorie travailleurs qualifiés fédéral, catégorie de l'expérience canadienne et catégorie des métiers spécialisés. La plupart d'entre vous, aujourd'hui, pourraient se qualifier à la catégorie travailleurs qualifiés fédéral. Pour être éligible à cette catégorie, il faut pouvoir justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle continue obtenue au cours des 10 dernières années dans une profession qualifiée, ce qu'on appelle les FER 0, 1, 2 ou 3. D'où l'intérêt, comme l'a mentionné Amélie, d'avoir identifié dès le départ, dès le début, l'intitulé de votre poste et la catégorie FER dans laquelle se situe votre poste. Donc, la deuxième catégorie, c'est la catégorie de l'expérience canadienne, où là encore, il faut pouvoir justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle que vous aurez acquise au cours des 3 dernières années, mais cette expérience, vous devrez l'avoir acquise sur le territoire canadien. Par exemple, vous avez obtenu un permis de travail mobilité francophone ou sous la catégorie jeune professionnel, eh bien, après une année, vous pourriez être éligible à cette catégorie de l'expérience canadienne. Et la catégorie des métiers spécialisés, je ne vais pas, je dirais, développer là-dessus, mais c'est vraiment plus spécifique à certains secteurs dans les métiers spécialisés ou des métiers plus techniques. Donc, une fois que vous avez déterminé la catégorie dans laquelle vous êtes éligible, pour la plupart d'entre vous, ce sera travailleur qualifié fédéral, eh bien, vous pourriez aller de l'avant dans la création du profil Entrée Express. Pour pouvoir créer ce profil Entrée Express, il y a quand même des petites étapes à faire pour pouvoir valider la création de ce profil Entrée Express. La première chose, c'est d'obtenir ce qu'on appelle l'équivalence de vos diplômes. C'est-à-dire qu'on va vous demander ce qu'on appelle l'EDE, l'évaluation des diplômes, qui va se faire auprès d'un des organismes agréés. C'est-à-dire qu'on va prendre votre diplôme le plus élevé et on va voir par rapport au système canadien à quoi correspond votre diplôme. Et ça va vous donner un score qui va par rapport à l'éducation. La deuxième étape, c'est l'évaluation de vos compétences linguistiques en français et ou en anglais. Donc là encore, on va vous demander d'évaluer vos compétences linguistiques en français ou en anglais auprès d'organismes, là aussi, agréés par IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour le test de français, c'est soit le TEF Canada, soit le TCF Canada. Pour le test d'anglais, c'est la plupart du temps soit le IELTS. Il y a aussi le CELPIP ou c'est ça, ou le Pearson. Donc, il y a trois tests. Ces tests de langue sont valides 2 ans. En gardant à l'esprit, là encore, que en tant que francophone, lorsque vous créez votre profil Entrée Express, que vous indiquez le français en première langue officielle, en fonction du résultat de vos tests de français, vous pourriez obtenir 25 points supplémentaires. Si vous avez aussi un niveau d'anglais intéressant, vous pouvez aussi passer le test d'anglais en deuxième langue officielle et ça vous apporte un autre 25 points supplémentaires. Donc, ça peut vous apporter 50 points supplémentaires en tant que francophone dans le bassin Entrée Express. C'est là encore un des dispositifs que l'IRCC, le ministère de l'Immigration fédérale, a mis sur pied pour, je dirais, attirer et faciliter, je dirais, la sélection des candidats francophones dans le bassin Entrée Express. Donc, pour pouvoir créer votre profil Entrée Express, c'est définir votre éligibilité à l'une des 3 catégories, faire évaluer vos diplômes auprès de l'un des organismes agréés. Cette évaluation des diplômes, c'est valide 5 ans. Donc, ça vous permet de créer votre profil Entrée Express et d'avoir
cette évaluation valide pendant un certain temps. Il faut aussi fournir donc les résultats des tests de langue auprès des organismes agréés. Test valide 2 ans. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer votre profil Entrée Express. Et l'intérêt également, c'est que dans le cadre d'Entrée Express, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une offre d'emploi pour créer votre profil Entrée Express. Donc, assez intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous répondez aux critères, si vous êtes éligible, vous pouvez créer votre profil Entrée Express sans avoir une offre d'emploi pour pouvoir présenter votre demande de résidence permanente. Néanmoins, si vous créez votre profil Entrée Express sans avoir d'offre d'emploi, nous, on veut s'assurer que quand vous allez arriver, vous allez pouvoir subvenir à vos besoins les premiers temps de votre arrivée, le temps de trouver du travail. Donc, c'est pour pouvoir vous loger, vous nourrir, etc. Et sur cette diapo, on a indiqué les montants. Pour une personne seule, c'est un peu plus de 15 000 $ canadiens. On a mis l'équivalent en euros. Hein. Ça peut être variable en fonction du taux de change. Pour 2 personnes, c'est un peu plus de 19 000 $. Pour 3 personnes, 23 000 $, etc. Donc, c'est vraiment, je dirais, la somme presque minimum qui est demandée pour pouvoir s'assurer, sans avoir d'offre d'emploi lorsque vous arrivez, que vous avez les moyens de subvenir à vos besoins. Si, par exemple, vous êtes déjà au Canada avec un permis de travail temporaire, on ne va pas forcément vous demander cette offre, ces fonds d'établissement parce qu'on sait que vous pouvez subvenir à vos besoins. Alors, quand vous déclarez, parce que quand vous créez votre profil Entrée Express, tout se fait en ligne. Donc, c'est vraiment du déclaratif dans un premier temps. Et si vous déclarez « j'ai les 15 000 $ pour pouvoir créer votre profil Entrée Express sans offre d'emploi », cette somme d'argent est disponible. C'est-à-dire que si, par exemple, on vous invite la semaine suivante et que vous dites « ben non, finalement, je ne peux pas produire le justificatif de cette somme d'argent-là », ce sera considéré comme une fausse déclaration et ça peut entraîner le refus. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir cette somme qui est disponible si jamais vous êtes invité rapidement. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez créer votre profil Entrée Express. Donc, tout se fait en ligne. Hein, vous déclarez, vous informez, vous renseignez sur les résultats de l'évaluation de votre diplôme, les résultats de vos tests de langue. Vous déclarez que vous disposez de la somme adéquate si vous n'avez pas d'offre d'emploi. Donc, vous créez votre profil. En créant votre profil, avec toutes les informations que vous allez fournir sur votre âge, éducation, expérience professionnelle, compétences linguistiques, ça va vous donner votre score. Et ce score vous donne votre classement dans le système global Entrée Express. Et en fonction de ce score, IRCC va faire des rondes d'invitation pour inviter les candidats à présenter leur demande de résidence permanente. Il y a, je dirais, 3 types de rondes d'invitation. Il y a des rondes d'invitation, ce qu'on appelle génériques, c'est-à-dire qu'on va inviter les candidats qui ont obtenu le score le plus élevé dans le système Entrée Express. Ensuite, il y a des rondes d'invitation spécifiques à certains programmes. Par exemple, on va inviter des candidats qui ont identifié une province et qui ont été, je dirais, sélectionnés par une province ou un territoire dans Entrée Express dans le cadre de leur programme des candidats des provinces. Ça va, c'est assez clair. Donc, par exemple, vous avez créé votre profil Entrée Express, vous avez indiqué, moi, je suis intéressée à aller en Saskatchewan. Si la Saskatchewan dit « Ah oui, c'est un candidat dont le profil est intéressant, qui correspond à nos besoins, qui correspond à nos critères. » On va l'inviter. Donc, ça vous permet d'obtenir un 600 points bonus. Et donc, IRCC, à la prochaine ronde d'invitation, va vous inviter dans le cadre du programme des candidats des provinces via le système Entrée Express. Ça va, c'est à peu près clair. Et 3e ronde d'invitation, ce sont des rondes d'invitation qui sont ce qu'on appelle basées sur des catégories. C'est-à-dire que IRCC a défini un certain nombre de catégories qui vont permettre de favoriser les invitations des candidats dans ces catégories-là. Et il y a notamment la catégorie des candidats qui ont des compétences linguistiques en français, qui vont pouvoir être invités. Donc, ce qui veut dire que vous, en tant que francophone, vous avez une chance supplémentaire d'être invité via le système Entrée Express. Et ça fait partie, là encore, d'un des dispositifs qui a été mis sur pied par le gouvernement fédéral pour attirer des francophones à venir s'établir un petit peu partout au Canada. Donc, par exemple, vous avez des compétences linguistiques en français. Donc, c'est pour ça qu'il est important, vous, en tant que francophone, d'indiquer que le français est votre première langue officielle. Ça va? Donc, ça, c'est une des options pour faire une demande de résidence permanente. Donc, si vous êtes invité via le système Entrée Express,
on va vous dire, voilà, vous êtes invité, vous pouvez présenter votre demande. Et là, vous pourrez présenter en ligne votre demande avec tous les documents justificatifs par rapport aux informations que vous avez communiquées lorsque vous avez créé votre profil Entrée Express. Et vous avez 60 jours pour fournir les documents et en moyenne, la demande de résidence permanente via le système Entrée Express est traitée dans un délai moyen de 6 mois, en règle générale. Autre option pour pouvoir faire une démarche de résidence permanente, après les questions. Il y a toute une série d'autres options. Je vais essayer d'être assez courte là-dessus. Il y a ce que je vous ai évoqué, le programme des candidats des provinces. J'ai mentionné qu'en dehors de la province du Québec, les provinces pouvaient, en fonction de leurs besoins, en fonction des besoins de leur marché du travail, de leurs critères, avoir un programme des candidats des provinces qui peuvent être axés sur différents volets. Ça peut être un volet pour les étudiants, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un programme des candidats des provinces pour des personnes qui ont étudié pendant un certain temps et obtenu un diplôme dans une université, par exemple, de la province. Il peut y avoir également des volets qui sont axés sur les travailleurs qualifiés ou semi-qualifiés dans certaines professions. Il peut également y avoir des volets pour les francophones, là, également, dans le cadre du programme des candidats des provinces. Donc, c'est vraiment aussi, je dirais, des programmes et des volets à géométrie variable qui répondent aux besoins de ces provinces et territoires dans le cadre de leur programme des candidats. Il y a un autre programme aussi qui peut être assez intéressant, c'est le programme d'immigration au Canada Atlantique, qui, lui, concerne plus spécifiquement les 4 provinces de l'Est du Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard. À la différence d'Entrée Express ou des programmes des candidats des provinces, le programme d'immigration Canada Atlantique est un petit peu différent, dans la mesure où le candidat, donc vous ne pouvez pas initier la demande de résidence permanente. Vous devez d'abord avoir été identifié par un employeur désigné d'une de ces 4 provinces qui vous propose une offre d'emploi dans des postes de catégorie FR qui vont de 0 à 4. Donc, c'est un peu le fil conducteur, les catégories FR, pour déterminer les programmes d'immigration qui vous concernent. Et donc, non seulement l'employeur désigné d'une des 4 provinces doit vous proposer une offre d'emploi, mais aussi un plan d'établissement pour vous et votre famille. Le plan d'établissement, donc, pour pouvoir faciliter votre intégration une fois que vous arrivez dans la province, pour vous et les membres de votre famille. Donc, une fois que l'employeur vous a identifié, vous a fait une offre d'emploi, il vous a proposé le plan d'établissement, il envoie ça à la province et la province donne son approbation et vous envoie une lettre d'approbation pour que vous puissiez présenter une demande de résidence permanente dans cette catégorie. Et enfin, la dernière, mais je vais vraiment passer très rapidement, ce sont les programmes pilotes d'immigration dans les communautés rurales et francophones. Je voulais le mentionner parce qu'il y a le mot francophone. Donc, il y a 6 communautés francophones qui ont été identifiées, qui, là encore, permettent de pouvoir présenter une demande d'immigration permanente au travers de ce programme pour les communautés francophones. Donc, ça, c'est... On imagine, vous faites votre démarche, vous êtes sur le point d'obtenir votre statut de résident permanent ou vous l'avez obtenu. Et là, ça vous permet de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services d'établissement. Et là, je laisse la parole. Elle est impressionnante. Pas une note. Les services d'établissement, qu'est-ce que c'est? C'est des services gratuits ou subventionnés pour vous aider à vous installer au Canada, c'est-à-dire à vous intégrer, à vous adapter au Canada une fois que vous avez obtenu la résidence permanente. Généralement, ils vont soutenir évidemment la question de l'installation, donc vraiment le logement. C'est des trucs très basiques, c'est la vie quotidienne. On rentre vraiment dans le dur. On a obtenu la résidence permanente, comment je fais pour déménager, pour me loger, pour inscrire mes enfants à l'école si j'ai des enfants, pour peut-être trouver un emploi si dans le cadre d'Entrée Express, je n'ai pas encore trouvé d'offre d'emploi. La question de la sécurité sociale, la question de toutes les questions de la vie quotidienne pour pouvoir s'installer tranquillement au Canada. Parce que même si on se dit que voilà, le Canada sont un pays similaire, on va pouvoir s'intégrer facilement, la perte de repères quand on immigre, elle est réelle, elle existe, qu'importe où est-ce qu'on immigre. Donc c'est important pour le Canada que ça se passe bien. Parce que nous, on veut que vous restiez.
Donc, si ça se passe mal pour vous, si vous êtes seul, si vous vous sentez isolé, si vous n'arrivez pas vous ne comprenez rien aux démarches pour avoir votre carte de sécurité sociale, vous allez partir. Et nous, on ne veut pas que vous partiez. Donc, on met en place des services pour vraiment que tout se passe bien. Et ces services, ils commencent même avant que vous arriviez au Canada. C'est ce qu'on appelle les services pré-départ. Donc, on va vraiment accompagner dès le moment où vous obtenez la résidence permanente, vous avez accès à ces services. Donc, ça, c'est important de le savoir. Ça rassure souvent de se dire qu'à partir de là, on est accompagné, quoi. Parce que c'est quand même un changement de vie, c'est tout un projet de vie, c'est tout dans la tête, c'est beaucoup de choses qui peuvent se passer, surtout quand on part en famille, quand on part à plusieurs. Ça peut être parfois beaucoup de pression. Donc, on peut aussi vous aider sur la question de l'évaluation des compétences linguistiques, des diplômes aussi, l'accompagnement sur la reconnaissance des diplômes, enfin, si vous avez une profession réglementée, comment contacter l'ordre, enfin voilà, c'est plein de petites choses qui permettent vraiment d'arriver serein. Voilà. Est-ce que je peux juste rajouter, je voulais juste rajouter que ce sont des services qui sont entièrement gratuits et qui sont aussi, il y a des services vraiment dédiés pour les francophones. Donc, ça permet vraiment de pouvoir… Et c'est aussi un moyen, au travers de ces services d'établissement, de créer votre réseau. Hein, on l'a mentionné, on l'a évoqué au cours de l'atelier, mais le fait de pouvoir vous intégrer à la communauté va vous permettre de créer votre réseau, éventuellement de pouvoir faciliter votre recherche d'emploi. Hein, donc, c'est tout à fait, c'était le point. Gros sujet, la question de la fraude. Moi, je dis toujours, il y aura toujours des individus qui seront prêts à profiter des rêves des autres. Et pour le Canada, c'est constant. Vraiment, je le rappelle, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet. Beaucoup de personnes qui se disent experts sur la question d'immigration au Canada, surtout la résidence permanente, parce que c'est des processus lourds, il y a beaucoup de documents, donc des fois on a dit avoir un petit peu d'aide, quand même c'est pas mal, mais faites vraiment attention à vous, allez vraiment sur nos sites, sur nos sites du gouvernement pour avoir l'information, ou les sites des partenaires qui sont reconnus, qui ont vraiment de l'information fiable, qui se mettent à jour. On vous demandera jamais de déposer de l'argent sur un compte. On vous demandera jamais de passer par des programmes de transfert d'argent privé. Ça n'arrivera pas. Les frais qui sont liés aux demandes de permis, que ce soit des permis de travail temporaire ou l'immigration permanente, ils sont publics, ils sont sur notre site. Il y a tout, c'est marqué. Un permis de travail, ça coûte ça. La biométrie, ça coûte ça. Il n'y a pas de secret, c'est transparent, c'est tout payable en ligne. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui le fasse pour vous. Vous pouvez le faire seul, de payer les frais. Les frais sont mis à jour régulièrement. Il n'y a pas de surprise. On ne vous demandera pas des sommes de dingue. Quand je vous dis ça, c'est vraiment… Il y a des gens qui font payer pour, par exemple, participer à nos événements gratuits. Oui. Voilà. Ou alors, la demande de permis de travail, c'est $230, un permis de travail temporaire. $150. 150 et plus la biométrie. Oui, plus la biométrie. Donc, à peu près $230. Ils vont dire c'est $3 000. Ouais. Voilà. Et les gens, ils payent $3 000. Et ils n'ont pas de permis de travail derrière, vous vous doutez bien. Je le dis parce que ça arrive tout le temps. Et pas juste, on se dit, oui, c'est des pays là où il n'y a pas de règles. Non, des gens qui viennent à des salons en France et qui nous disent, moi, j'ai payé, on m'a demandé $3 000 en fait pour… C'est horrible, mais ça arrive beaucoup. On ne fait pas ça. On ne vous demande pas des sommes comme ça, ce n'est pas possible. Tout passe par nos sites, c'est sécurisé, etc. Et autre sujet sur la fraude, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner par un représentant en immigration pour vous aider dans vos démarches. Parfois, c'est lourd, l'administratif, c'est lourd. Mais nous, on a un site, canada.ca représente-immigration, où ils sont tous recensés. Tous les représentants qui sont reconnus par notre ministère, ils sont recensés sur ce site. Donc, pas de problème pour se faire accompagner, mais par des personnes qui sont agréées par le ministère. On sait qu'ils vous en accompagnent, tout simplement. Et troisième élément, la fausse déclaration. Caroline, tu l'as mentionné. Oui. Pour vraiment être franc, il vaut mieux se faire refuser une demande parce que vous avez oublié un document, d'accord ? Ou parce qu'il y a un critère auquel vous ne répondez pas, vous avez peut-être dit ça passe, que d'essayer de doper votre demande en mentant. On saura, voilà. Beaucoup de gens pensent que ça va passer, on sait. Enfin, voilà, on a suffisamment d'informations pour savoir, on vérifie les informations, et en fait, derrière, vous êtes interdit de territoire, quoi. Ouais. C'est dommage.
Il vaut mieux se rater une fois, se faire refuser j'ai oublié de mettre mon test d'anglais, j'ai oublié. C'est pas grave, vous pouvez repostuler, c'est pas grave. Mentir, c'est interdiction de territoire. Absolument. Et puis, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que si vous utilisez les services d'un représentant réglementé, c'est payant, hein, et effectivement, il y a des frais, et vous êtes responsable des informations qui sont indiquées dans la demande. Donc, il faut quand même aussi s'assurer que vous avez accès à l'information pour vérifier que l'information est correcte. Parce que si elle n'est pas correcte, ben, ça peut être effectivement une fausse déclaration et ça peut entraîner, ça va avoir des conséquences assez importantes. Bah, c'est triste et dommage, en fait, parce qu'il y a des gens qui passent par des représentants qui ne sont pas reconnus, c'est le représentant qui dépose la demande, il met un petit peu ce qu'il veut, hein, un petit diplôme, un petit faux diplôme d'une université italienne, super. Et derrière, en fait, la personne, elle reçoit un mail qui lui dit, vous pouvez plus rentrer au Canada. Et là, elle fait confiance à quelqu'un, c'est fini, quoi. Et c'est pas le représentant qui peut plus rentrer au Canada, c'est vous. Voilà. Faites attention à vous. C'est tout ce qu'on peut vous conseiller, faites attention, vraiment. C'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Il y a des groupes Facebook qui racontent n'importe quoi, par exemple. Alors, on arrive à la fin de la présentation et donc, on vous donne quelques sites assez intéressants. Le site officiel, IRCC d'immigration, Réfugiés Citoyenneté Canada, hein, c'est canada.ca/immigration. C'est la seule source officielle d'informations sur les programmes d'immigration temporaire et permanente au Canada. On a mis également le site de Guichet Emploi qui pourra là aussi vous donner l'information sur les opportunités d'emploi au Canada et pas mal d'autres informations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, X. Et puis également notre infolettre Destination Canada, vous pouvez vous abonner. C'est aussi, je dirais, une source d'information pour connaître notre actualité, pour savoir quelles sont les activités que l'on organise ou auxquelles on participe et pour pouvoir donc justement créer votre réseau, avoir des opportunités, voir également où vous pourriez vous établir au Canada au travers de missions qui peuvent être sectorielles ou pour des événements beaucoup plus généralistes. Donc, abonnez-vous à notre infolettre Destination Canada. Et pour terminer, le lien d'accès à notre guide d'information que vous retrouverez là pour les personnes qui sont ici, mais avec le code QR et le lien également pour les personnes qui nous suivent en ligne. Ça vous donne vraiment, ça retrace toute l'information qu'on vient de vous donner au cours de cette présentation, avec à la fin une liste d'adresses utiles avec plein de liens utiles qui sont cliquables, puisque c'est un document électronique qui va vous permettre là aussi d'avoir toute cette information-là. Donc voilà, ça close cette longue présentation. Et puis on peut passer, je pense, à la période de questions. On enlève le micro. Bien sûr. On va partager. Alors, peut-être je vais prendre quelques questions en ligne, comme ça on va pouvoir clore en distanciel et on pourra continuer ensuite dans la salle si ça ne vous dérange pas. Oui. Donc on a une question assez générale. Bonjour, y a-t-il une condition d'âge pour candidater et ou obtenir la résidence permanente via Entrée Express? Oui, alors il y a des conditions d'âge. Il y a des points qui sont octroyés pour l'âge. Vous avez des points jusqu'à 47 ans. Au-delà de 47 ans, vous avez 0 point, mais ça n'est pas éliminatoire. C'est-à-dire que si vous pourriez obtenir des points, par exemple, ailleurs, pour l'expérience professionnelle, pour les compétences linguistiques. Mais oui, il y a des points pour l'âge. Ok, super, merci beaucoup. Mais pas éliminatoire. C'est noté. Est-ce qu'il y a des facilités pour les travailleurs handicapés? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Oui, je pense. Alors, ce n'est pas forcément notre domaine d'expertise à ce titre-là, mais effectivement, il y a des choses spécifiques pour les travailleurs handicapés. Je pense qu'il y a même un site au Canada là-dessus. Et je pense même des filtres sur les guichets emploi. Oui, aussi. En sachant que de toute façon, la loi canadienne est très protectrice des personnes handicapés et des personnes non valides, et qu'ils sont tenus, ils sont obligés en fait de respecter un certain nombre en fait d'employés handicapés dans les entreprises. Donc
c'est pas un frein, certainement pas. En tout cas, encore moins au Canada que dans d'autres pays parfois. Merci. Donc là, une personne dit « Notre fille et notre gendre vivent en Colombie-Britannique et ils ont reçu la nationalité canadienne. Est-ce qu'en tant que retraités, ils ont des accès plus faciles ou pas ?» Il n'y a pas de catégorie de retraités au Canada en tant que résident permanent. Néanmoins, en tant que citoyens canadiens, leurs enfants, Oui. en tout cas, peuvent les parrainer dans la catégorie grands-parents ou parents, selon certains critères. Donc là aussi, c'est à voir, en sachant que les personnes qui vont parrainer, donc les enfants, citoyens canadiens, vont devoir avoir une assise financière suffisante pour pouvoir parrainer leurs parents ou leurs grands-parents. Il existe également un visa, je ne sais plus le nom du visa, en tout cas un visa de longue durée qui permet justement aux parents et aux grands-parents de se rendre pour une durée assez longue au Canada, avec une couverture médicale solide, là encore, parce qu'en tant que résidents temporaires et visiteurs au Canada, ils n'ont pas accès aux services de santé de la province ou du territoire où ils vont aller. Ok, très bien. J'en pose quelques-unes encore. Est-ce que peut-on candidater à une entrée express lorsqu'on effectue une expérience au Canada, donc ils sont déjà sur place? Absolument. On peut avoir un statut d'étudiant ou de travailleur temporaire et en parallèle entamer les démarches pour entrée express en notant qu'on répond aux critères d'éligibilité pour pouvoir présenter une demande. Mais ça peut se faire en parallèle. Et c'est souvent le cas, par exemple, quelqu'un peut partir avec un permis de travail sous mobilité francophone, donc ça lui permet d'acquérir de l'expérience de travail au Canada, qui va valoriser également son profil entrée express parce qu'en termes d'adaptabilité, ça permet d'obtenir aussi des points supplémentaires lorsqu'on a une expérience de travail ou une expérience d'études au Canada. Donc, ça peut effectivement se faire en parallèle. Vous êtes au Canada avec un statut temporaire, rien ne vous empêche d'entamer les démarches pour la résidence permanente. Alors, ce n'est pas parce que vous avez non plus, je voulais aller un peu plus loin dans la réflexion, ce n'est pas parce que vous avez une demande entrée express qui est en cours de traitement, qu'une fois que votre permis de travail, par exemple, sous mobilité francophone arrive à expiration, que vous pouvez rester au Canada. Il faut toujours s'assurer, si vous voulez rester au Canada, d'avoir un permis de travail ou un statut valide au Canada en attendant d'obtenir votre statut de résident permanent. On peut peut-être poser quelques questions en présentiel, tout de même. J'ai plutôt une question en fait sur les tests de langue. Quelqu'un qui a par exemple le niveau de thèse, le niveau de doctorat, est-ce qu'il a besoin de faire un test de langue? Ouais, pour la résidence permanente. Pour entrée express, ouais, c'est dans un souci, je dirais, d'équité. On demande même si votre langue maternelle est le français, on va vous demander de passer un test de français, votre langue maternelle est l'anglais, on va vous demander de fournir les résultats du test d'anglais. C'est par souci d'équité pour pouvoir évaluer votre niveau de français ou votre niveau d'anglais. Même si la personne a eu sa thèse en France. Oui, absolument. C'est un document obligatoire de la résidence permanente. Oui. C'est vrai que c'est le test. Moi, quand j'ai lu les tests de français, Je comprends, mais c'est dommage de passer à côté pour un test, quoi. Et ça peut vous apporter des points supplémentaires en tant que francophone. Donc, surtout si votre niveau est très élevé, ça apporte plus de points. C'est un secteur qui est assez spécifique. C'était des énergies et des infrastructures qui sont assez rares. Mais ça, quand on a pour entrée express, vous ne pourrez pas valider votre profil entrée express si vous ne fournissez pas l'un des tests de langue. Enfin, les résultats d'un des tests de langue. La résidence permanente, hein. Oui. Permis de travail temporaire, ils ne demandent pas forcément de test de langue. Ma mobilité francophone, ça peut. Le test de langue peut être demandé si, par exemple, vous ne pouvez pas fournir de documents qui prouvent que vous parlez français. Ouais. Donc, c'est pas voilà, c'est là aussi variable et c'est l'agent d'immigration qui va, au vu du dossier, décider s'il faut passer ou non le test de langue. Oui. Entrée express, vous avez dit ça prend environ 6 mois et mobilité francophone. Alors, les délais actuels de traitement, moi j'ai regardé 3 semaines maintenant, si la demande est soumise en France. Hein,
c'est 3 semaines de délai de traitement. Donc, c'est assez rapide. Donc, ce qui veut dire que si vous acceptez de faire une démarche via Mobilité francophone ou un autre permis de travail temporaire, par exemple, sous jeune professionnel, les délais de traitement, c'est 5 semaines. Donc, c'est assez rapide. C'est même très Donc, rapide. il faut bien, je dirais psychologiquement, il faut être prêt à se dire « Ah, ok, je pars hein ». Donc, voilà. Donc, dans sa candidature, on met qu'on est éligible au permis de travail mobilité francophone. Et ensuite, si on est retenu, on fait les démarches. C'est ça. C'est nous. Ça se fait en ligne. Ouais, ça se fait en ligne. L'employeur, il ne va pas faire la demande. Il va juste vous donner l'offre d'emploi que vous allez devoir donner au service d'immigration. Par exemple, avec Mobilité francophone, pour l'employeur, le processus, il doit aller, lui, de son côté, sur le portail de l'employeur, sur le site d'IRCC. Soumettre ça. Il complète un questionnaire. Il a un frais de conformité de 230 $ canadiens à payer. Ça va générer un numéro d'offre. Et c'est ce numéro d'offre qui va vous communiquer pour que vous puissiez l'indiquer sur votre demande de permis de travail temporaire avec l'offre d'emploi. Comme ça, nous, on sait que c'est Mobilité francophone qui a une dispense pour l'employeur d'obtenir l'étude d'impact sur le marché du travail. Par qui? Par les employeurs? Non, pas forcément. Donc, c'est pour ça que c'est important dans votre démarche de recherche d'emploi d'indiquer sur votre CV ou votre lettre de motivation que vous êtes éligible à un permis de travail mobilité francophone, à un permis de travail jeune professionnel, etc. Donc, ça, c'est important de l'indiquer et éventuellement de mettre le lien qui mène à la page du site web d'IRCC où il y a l'information. Comme ça, l'employeur pourra avoir directement accès à cette information-là et de voir quel est le processus. Et les délais de traitement sont mis à jour automatiquement sur le site. Vous pouvez aller voir si dans 3 semaines, ça passe à 4 semaines de délai de traitement. Ça se met à jour automatiquement. Donc, vraiment, au moment où vous postulez, vous pouvez regarder. Comme ça, vous savez à peu près dans votre tête combien ça peut prendre de temps. Quand on parle de délai de traitement, c'est à partir du dépôt complet de la demande. C'est-à-dire quand vous avez fait votre biométrie, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est qu'elle est valable 10 ans. Si vous êtes déjà allé au Canada par un autre visa, par exemple. Donc, dépôt de la demande. Ce n'est pas quand vous avez l'offre d'emploi. C'est à partir du dépôt de la demande complète sur notre portail. C'est 3 semaines. Oui. Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette présentation. On a fait beaucoup de choses. On a fait ce qu'on était venu chercher. Néanmoins, j'avais une question complémentaire. C'est peut-être un point de détail administratif, mais c'est la seule zone de flou que j'ai pour faire un permis de travail temporaire. Je suis étudiant actuellement. Je vais être diplômé normalement en juillet prochain. Or, je n'aurai qu'une attestation de réussite. Est-ce que c'est une pièce justificative pour constituer un dossier? Parce que si je dois attendre mon diplôme, je l'aurai au mois d'avril prochain. Alors, le permis de travail, normalement, il est lié à un employeur. Donc, c'est l'employeur qui aura choisi de vous embaucher parce que vous répondez aux critères. Donc, nous, on va se baser sur essentiellement l'offre d'emploi de l'employeur. Après l'attestation de diplôme, ça dit que vous avez réussi votre diplôme. Donc, ça devrait, moi je pense que ça ne va pas poser problème. Hein, je pense, non, voilà. Je suis même pour en avoir voilà. fait. Ouais. Non, donc, non, c'est bon. Ouais, en toute honnêteté, je n'ai jamais entendu que ça posait problème. On ne veut pas le petit encadrement. Avec le petit... Non. L'attestation de réussite, c'est tout à fait valable. Puis nous, le permis de travail, c'est qu'un employeur vous a embauché en fait. Hein. Ouais. C'est ça qui nous intéresse. Quoi. Et pour l'entrée express, du coup, si on nous donne cette attestation. Pour entrer express, il faudra faire l'évaluation. Ça se fait directement. Oui, ça se fait directement auprès des organismes agréés. Donc, c'est eux qui vont vous dire ce qu'il faut fournir comme document. Là, parce qu'il y a le diplôme, mais il y a aussi tous les relevés de notes qui doivent aller directement de l'université vers l'organisme d'évaluation. Donc là, on est sur un autre processus et c'est à voir directement avec l'organisme que vous aurez choisi pour faire l'évaluation des diplômes pour entrer express. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai une question dans la suite. Les organismes qui évaluent les diplômes, il y en a qui sont localisés en Europe? Tout au Canada et tout se fait en ligne. Donc, vous les contactez en ligne. Ils vont vous donner exactement la procédure à suivre pour pouvoir faire évaluer vos diplômes. En sachant que les délais de traitement dépendent de l'organisme. Oui. Donc, ça, il faut voir quel temps vous avez devant vous.
voilà. Et il y a des frais Que- aussi pour l'évaluation. Il faut ça aussi, je veux dire, la création du profil Entrée Express, c'est gratuit. Par contre, vous avez des frais pour les tests de langue, Tout à fait. vous avez des frais Tout à fait. pour l'évaluation des diplômes. C'est important de le savoir quand même. Mhm. Que la résidence permanente coûte d'une manière ou d'une autre quand même, à travers tout ça. Absolument, ça a un coût, mais Voilà. moi, je dirais que c'est, la voie d'accès vers la citoyenneté canadienne. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous avez votre statut de résident permanent, ça, après 3 ans de résidence permanente au Canada, vous pouvez faire une demande de citoyenneté canadienne. Et puis, votre statut de résident permanent, il est valide à vie. Il n'y a plus besoin de renouveler. Comme ici en France, vous avez une carte de séjour de 10 ans, il faut la renouveler. Là, c'est à vie, en autant que vous répondiez aux conditions de maintien du statut. C'est-à-dire que vous devez résider au Canada 730 jours par période de 5 ans, à peu près 2 ans par période de 5 ans. Et là, ça vous permet, après 3 ans, de faire votre demande de citoyenneté canadienne. C'est pour ça qu'on parle de projet de vie aussi. Oui. Parce qu'il y a un investissement quand même financier Oui, de base, absolument. d'installation. Ça ne veut pas dire que vous allez passer toute votre vie au Canada, mais voilà, c'est pas pareil que d'y aller 2 ans pour un permis de travail. On n'est pas dans le même esprit quand même, quand on veut s'installer. Il y a une question encore en ligne. 2-3 questions en ligne, comme ça on peut le live et après on pourra parler. Est-ce que les 2 époux doivent-ils chacun effectuer une demande d'immigration ou l'un des conjoints peut le faire et pas l'autre? C'est une bonne question. C'est vrai que Entrée Express, vous partez en couple ou en famille. Donc, ce qu'on va évaluer, c'est soit un des deux crée son profil Entrée Express parce que c'est la personne qui a le plus de diplômes, qui a le plus d'expérience, qui a les meilleurs points en test de langue, etc. Soit les 2 conjoints se qualifient Entrée Express. Les 2 conjoints peuvent créer un profil Entrée Express et s'il y en a un des 2 qui est invité, l'autre sera automatiquement inclus à la demande avec les enfants à charge. Celui qui crée son profil Entrée Express, s'il part avec son conjoint qui ne veut pas forcément lui non plus créer de profil Entrée Express, le conjoint peut apporter, ou la conjointe, peut apporter des points supplémentaires. C'est-à-dire que le conjoint ou la conjointe peut aussi passer un des tests de langue, faire évaluer son diplôme. Ça apporte des points donc, à la personne, donc ce qu'on appelle le requérant principal, la personne sur laquelle la sélection va se faire. Merci. Une personne qui a fait un VIE à Toronto, est-ce qu'elle peut faire une demande de jeune professionnel? Non, malheureusement, le VIE, en fait, c'est une sous-catégorie de la catégorie jeune professionnel. À moins que le VIE ait été fait avant 2015, je pense, mais et encore. Et puis, est-ce que cela peut poser problème de faire une demande de parrainage familial et une demande de permis d'études en même temps? Non plus. Non plus. Il n'y a pas de raison. À partir du moment où vous faites une demande de permis d'études, si ça fonctionne, vous obtenez un permis d'études. Mais de parrainage, avec qui? Avec le conjoint ou la conjointe ou... C'est pas notifié. Voilà, mais... c'est ça. Parce que si c'est le parrainage avec le conjoint, la conjointe, oui, c'est tout à fait faisable en parallèle. C'est une démarche d'immigration permanente avec une démarche, avec un permis d'études. Donc, ça fonctionne. Ouais. Est-ce que le congé maternité réduit l'année d'ancienneté professionnelle continue? C'est une question trop spécifique. Ouais, c'est assez spécifique, mais ça me paraît très bizarre parce que l'important, c'est les années d'emploi. Quand on est en congé maternité, on est toujours employé dans... Voilà, c'est ça. On est toujours employé. Oui, c'est ça. Pas d'incidence. Il n'y a pas de certitude, Non. mais ça me paraît... Non, je ne pense pas. Ouais. En plus, le congé maternité au Canada peut être assez long. Je pense que ça peut aller jusqu'à beaucoup plus long qu'en France. Une année ou voire plus. Non, pas du tout. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être on peut donner un dernier mot pour les personnes qui nous suivent en distanciel? Écoutez, moi, je souhaite bonne chance à toutes et tous. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous inscrire vous abonner à notre infolette. Parce que là, vous aurez toute l'information sur notre actualité qui peut être assez pertinent parce qu'on a des activités qui s'en viennent tout au long des mois qui vont venir et qui pourraient être intéressantes, notamment dans le cadre d'un projet d'immigration en tant que francophone, en dehors de la province du Québec. Donc, moi, je voulais souhaiter bonne chance à toutes et tous. Exactement. Bonne chance. On espère vous voir au Canada. Et merci, Jo.